Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, vous le savez, 2 fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et on retrouve aujourd'hui Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, bien sûr, une première partie sur l'explication d'un mot-clé. Eh bien, cette semaine, on va parler de liquidité, un mot qui revient souvent, mais qui n'est pas forcément compris. Et dans notre entretien, on verra comment limiter la volatilité de son portefeuille grâce aux ETF. Là aussi, on expliquera bien sûr ce qu'est la volatilité. En attendant, 100% ETF, c'est parti. Et on commence donc par notre mot-clé, liquidité. Ôtez-moi d'un doute, Clément, la liquidité, rien à voir avec la boisson ou les billets de banque que je pourrais avoir dans mes poches. Je vous ôte d'un doute, ouais. Laurent, effectivement, rien à voir avec cela. On oublie. La liquidité, c'est effectivement un principe fondamental en termes d'investissement, puisque en fait, ça définit la capacité d'un titre ou d'un actif à pouvoir être revendu et transformé, on va dire, instantanément en cash. Je prends un exemple, je détiens une action d'une entreprise, on va dire A, que je détiens depuis plusieurs années. Je souhaite m'en séparer, la revendre. Et bien en fait, la liquidité, ça va être le jour où je fais le clic pour vouloir la revendre. Est-ce que je peux transformer cette action directement en cash sur mon compte, par exemple de mon banquier en ligne. Et donc, inversement, les liquidités, c'est peut-être que le temps que je revende cet actif-là, en l'occurrence, il va se passer un délai. Et pendant ce délai, potentiellement, les marchés peuvent monter évoluer. Et descendre exactement. J'ai pas forcément tout de suite un acheteur en face. Et ça peut être compliqué. C'est exactement ça le principe. Du coup, on peut se demander quand est-ce qu'on arrive en situation de marché illiquide, parce qu'on a bien compris qu'on n'a pas trop envie de se retrouver dans cette situation, Clément. Non, effectivement, on a pu le voir dans l'histoire des marchés financiers encore il y a quelques années. Pendant le Covid en mars 2020 ou encore en 2008 pendant les subprimes, bien sûr. La grande crise financière. Et donc, c'est quand il y a un déséquilibre important entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. En l'occurrence, lorsqu'il y a un crack, un stress de marché, il y a beaucoup de vendeurs, mais il n'y a pas d'acheteurs en face. Exactement. Et donc, quand je suis vendeur, je me retrouve avec un titre qui devient illiquide, puisque en fait, je dois accepter de baisser mon prix pour trouver un acheteur en face. Bon voilà, et en tout cas, on aura compris qu'on préfère toujours un actif, un marché liquide, c'est plus simple pour acheter, bien sûr, aussi pour vendre. Voilà pour notre mot-clé. Tout de suite, dans 100% ETF, c'est l'entretien. Alors on l'a beaucoup dit dans 100% ETF ou même dans les points macroéconomiques qu'on a pu faire tout au long de l'année, on traverse depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, une période compliquée pour les investisseurs. On voulait aujourd'hui se pencher sur la façon de limiter le risque, la fameuse volatilité de nos investissements, et ce, avec des ETF. Déjà Clément, je pense que là aussi, on va refaire la séquence mots-clés. Expliquer ce concept simplement de volatilité. Effectivement, alors, la volatilité, c'est au moins aussi important que la liquidité dont on a parlé précédemment. La volatilité, pour faire simple, c'est l'ampleur des variations d'un titre ou d'un actif, que ce soit d'ailleurs à la hausse comme à la baisse. Et donc, plus il y a de volatilité, plus on dit qu'un marché ou un titre ou un actif est risqué. On le voit dans certains, je vous coupe Clément, dans certaines séances où des actions peuvent commencer autour de 0, elles peuvent faire -5, terminer à +5, et c'est ce qu'on appelle notamment là une forte volatilité, et terminer peut-être à +2, le tout dans une seule séance. Exactement, et effectivement, alors, il faut comprendre deux choses, c'est qu'on focalise souvent sur le fait que c'est le risque des marchés financiers, mais c'est également d'ailleurs le potentiel et l'intérêt potentiel en termes de performance, puisque sans volatilité, si on a un encéphalogramme plat, on ne peut pas créer de performance. Donc effectivement, c'est le risque qui est mis en contrepartie de ce potentiel aussi de performance. Alors bien sûr, après, il n'y a pas de martingale, puisqu'on parle effectivement de vouloir gérer sa volatilité avec des ETF, comme avec tout autre produit financier. Dès qu'on rentre dans le monde de la bourse, des marchés financiers, il n'y a pas de garantie en termes de performance. Et déjà, le principe fondateur qu'on peut dire, et qu'on répète, je pense, à peu près à toutes les émissions, c'est la diversification avant tout. C'est le fait de mélanger plusieurs catégories d'investissement.
comme par exemple des actions, des obligations ou encore aussi mélanger avec par exemple des matières premières pour ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et lorsqu'il y a une forte baisse ou une forte hausse d'ailleurs d'une de ces catégories d'investissement, elle ne va pas déformer l'entièreté de son portefeuille d'investissement. On compense par d'autres classes d'actifs. On comprend bien ce concept de diversification qui a d'ailleurs été qui a fait l'épreuve du feu au cours de cette année 2022. Si on rentre dans le détail malgré tout, Clément, est-ce qu'il y a des typologies d'investissement qu'on pourrait considérer comme spécifiquement moins risquées par rapport à d'autres? Oui, on peut penser dans un premier temps, quand on raisonne classe d'actifs, catégorie d'investissement, d'abord aux obligations, puisque en moyenne, les obligations, si on prend de manière générale, parce qu'après il y a différents segments d'obligations, on va revenir dessus après, mais en moyenne les obligations sont moins volatiles que les actions, donc bien sûr on peut se tourner vers des ETF obligataires. En l'occurrence, on a tout expliqué dans un précédent numéro de 100% exactement, ETF, nous avions donc je vous invite à le revoir si jamais. Absolument, avec une offre effectivement pléthorique où on disait justement que, il y a des ETF de tous les niveaux de risque obligataires en fonction et de l'appétit de chacun. Et pourquoi se tourner vers l'obligataire de manière générale? C'est parce qu'il y a cette composante du rendement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une obligation, une fois de plus, c'est un prêt qu'on fait, que ce soit une entreprise ou un État. Et en contrepartie de ce prêt, je reçois une rémunération qui est le coupon. Et donc, c'est cette composante coupon-rendement qui me donne une certaine, on va dire, lisibilité sur mon investissement, d'où le fait que la volatilité tend à être légèrement inférieure à celle des actions. Et puis, dans un premier temps, si on veut vraiment être peut-être le plus prudent possible, se tourner vers des obligations plutôt d'État, puisqu'ils sont réputés étant les plus sûrs, exactement. Donc, si on prend notre gamme d'ETF iShares, on peut par exemple utiliser le iShares Core Euro Government Bonds UCITS, qui se focalise uniquement sur les obligations d'État de la zone euro. Et puis, dans un deuxième temps, peut-être qu'on peut aller chercher peut-être un peu plus de coupons, puisqu'effectivement, les obligations d'État ne sont pas celles qui offrent les meilleurs coupons. Mais si on veut aller dans une deuxième étape, on peut aussi investir dans les obligations d'entreprise dites investment grade. Donc là, ça veut dire des entreprises dites de bonne qualité. Donc on est à peu près sûr qu'elles nous rembourseront, pour dire les choses simplement. À peu près, effectivement. Jamais totalement. C'est le but, effectivement. Et puis peut-être pour terminer d'expliquer cela, c'est qu'effectivement, une obligation, elle est émise, on va dire, à 100, je prête 100, et je suis censé récupérer 100 à la fin. Ma rémunération que je vais recevoir, ce n'est pas l'appréciation du cours, si je vais jusqu'au fond, et si je vais jusqu'au terme, c'est effectivement ce coupon que je vais recevoir par exemple tous les trimestres. Il est un peu plus important pour les entreprises, notamment si on prend notre iShares Dollar Corporate Bond, il va offrir des coupons légèrement plus attrayants, on va dire, que les obligations d'État. Et on rappelle bien sûr que pour les clients de Boursorama, ces ETF, ils sont à 0 € de frais de courtage grâce à Boursomarkets. Voilà, du côté des ETF actions, Clément, parce que là on a parlé des obligations, est-ce qu'on peut limiter le niveau de risque de son portefeuille, peut-être, on va dire, pas moins risqué, c'est toujours compliqué, mais des actions plus résilientes, on va dire? Effectivement, alors on peut penser à deux catégories d'actions. La première, c'est les actions dites à rendement. Ce sont typiquement des entreprises qui vont délivrer un dividende relativement important. Si on prend tout de suite un exemple, si on prend notre iShares MSCI World Quality Dividend ESG, désolé pour le nom à rallonge. Il faut s'armer de patience. Exactement. Il a délivré, par exemple, de octobre 2021 à octobre 2022, un dividende de l'ordre de 3,87%, là où le MSCI World, qui on va dire un peu l'indice de référence sur lequel il est pris, lui a délivré que 2,17%. Donc ça fait une hausse quand même de 80% du dividende pour l'investisseur qui, justement, a voulu faire un focus sur ses actions à rendement. Ouais. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt envie, Clément, de se dire plutôt aller chercher la performance boursière que le dividende, l'augmentation des cours? Oui, effectivement. Alors, je n'ai pas expliqué pourquoi on devait porter son attention sur le rendement. C'est que partons du principe que la performance totale d'un portefeuille d'actions, c'est l'appréciation ou la dépréciation du cours de bourse plus les dividendes.
Donc si on part du principe que, au moins à court et moyen terme, on ne sait pas trop peut-être dans quelle direction va aller la bourse ou dans quelle proportion, eh bien on se dit que déjà si on se base d'abord sur les entreprises qui délivrent un dividende relativement important, un petit coussin de performance, peut-être un petit coussin de performance, un début de lisibilité en termes d'investissement, et du coup c'est en général des actions qui peuvent être un peu moins volatiles. Est-ce qu'on a des exemples aussi comme ça d'ETF sur le sujet? Alors, on a effectivement dans notre gamme le iShares Quality Dividend ESG dont je parlais. Ouais. Et puis, on peut aussi se porter vers la deuxième catégorie d'actions qui sont les un peu plus résilientes, qui sont les actions dites défensives. Ouais, c'est ça, on peut retrouver aussi des profils d'actions un petit peu plus défensifs. Effectivement, donc en général, ce sont soit des entreprises, mais plutôt souvent on parle de secteurs qui sont plus ou moins défensifs. Et je vais en citer que un parce que c'est un très bon exemple, je pense, c'est le secteur de la santé, puisqu'on sait que qu'on soit en croissance ou en récession, on a toujours besoin de services et de biens de santé. Notamment, on observe ce vieillissement de la population à travers le monde. Et donc, ce secteur de la santé s'est prouvé être un peu plus résilient, notamment lorsqu'il y a des conjonctures économiques un peu moins bonnes, dirons-nous. Oui. Et puis, dans notre gamme, on peut citer notamment le iShares MSCI World Healthcare secteur ESG. Lui, il a une composante en plus durable, mais il investit sur des entreprises du secteur de la santé au niveau mondial. Effectivement, en plus, il prend un angle de durabilité. Bon, alors, on a dit les actions à dividendes, les actions plutôt défensives. Est-ce qu'il y a d'autres typologies d'ETF qui, comme ça, permettraient un petit peu de limiter la volatilité de son portefeuille? Alors, on peut penser aussi à des ETF sur les matières premières. Et alors là, je mets tout de suite un point d'attention sur le fait que, pris individuellement, les matières premières peuvent présenter au moins le même niveau de risque que des actions, voire même encore plus élevé. Je pense qu'on a pu l'apprécier depuis ce début d'année 2022 entre le pétrole, l'énergie, des matières premières agricoles. On a vu les cours monter et rebaisser aussi de manière extrêmement forte. On parlait de volatilité, là on a été servi. On a été servi. Et donc, ce n'est pas tant pour prendre des matières premières individuellement que pour composer un portefeuille avec, on va dire, eh bien, des actifs qui ont leur propre dynamique peut-être de prix, contrairement aux actions et aux obligations, et donc avoir ce niveau... avec votre première réponse, c'est la diversification. Ce niveau de diversification, absolument, qui permet cette un peu résilience au portefeuille global. Bon ben voilà, merci Clément, on a évoqué pas mal de pistes avec vous pour limiter la volatilité de son portefeuille dans 100% ETF. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.